Territoire Écovard s'est installé aujourd'hui dans les locaux de la faïencerie de Varage, qui fait aujourd'hui son grand redémarrage après avoir été reprise au printemps dernier à la barre du tribunal de commerce de Draguignan par un pool d'entrepreneurs varois. C'est le thème du Café de l'Éco aujourd'hui, comment une procédure collective peut aider à la relance ou à la sauvegarde d'une activité économique. L'entreprise du mois, ce sera la toulonnaise fournisseur d'électricité Label Énergie, représentée par son directeur général. Et enfin, le poste sera dédié au club des entrepreneurs Andrasseni, le CLED. Et tout de suite, le Café de l'Éco. Alors, pour ce Café de l'Éco consacré aux procédures collectives, ou en tout cas à leur intérêt pour sauver, relancer une activité économique, 4 invités autour de cette table de faïence de Varage. Michael Bruel, vous êtes le président de la société Nouvelle Faïencerie, donc qui a repris cette faïencerie tricentenaire, si je ne m'abuse. À vos côtés, Vincent Adé, qui co-dirige les Nougats Jonquiers avec son frère Benoît, et les Nougats Jonquiers qui sont d'ailleurs co-actionnaires de la faïencerie. Et de l'autre côté de la table, Benoît Abderalden ainsi qu'Emmanuel Janteur, qui sont tous les deux co-dirigeants du domaine viticole Château-la-Castille, qui lui aussi a bien failli disparaître et a été relancé dans le cadre d'un redressement judiciaire dont on va parler dans quelques instants. Je me tourne vers Michael Bruel. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe à la faïencerie? Où en est la faïencerie aujourd'hui, quelques mois après sa reprise? Eh ben, on achève les phases de test en ayant un peu organisé cette journée de grand redémarrage, c'est-à-dire qu'on a testé un peu toutes les machines, et y compris Christian Médy, qui est sur la partie plutôt industrielle, a même relancé un des carrousels qui n'avait pas tourné depuis plus de 15 ans. Donc on a fait toute cette première phase des 4 premiers mois, un gros trimestre en fait de travail sur la machinerie pour être sûr qu'on soit en capacité de reprendre. Là maintenant on rentre dans la phase de réapprovisionnement d'un peu tout, quoi. Mais voilà, c'est un gros trimestre avec des tests sur la partie commercialisation qui ont été faits, donc où on sait que l'impact de la marque de cette belle vieille dame de 330 ans aujourd'hui rayonne beaucoup, et ce qui nous donne chaud au cœur parce que nous on l'a fait sur ça, on voulait pas être la génération de l'abandon, donc on ne sera pas la génération de l'abandon, et donc on est assez fier. Alors tout à l'heure, on pourra voir, parce que c'était ça l'idée, hein. Vendredi, on a fait la première enfournement. Donc tout à l'heure, on verra avec qualité et défaut comment on va ressortir cette première fournée. Voilà, c'est pas du pain, c'est moins comestible, mais Donc là, vous allez allumer le four. Enfin, il est déjà allumé, mais vous allez sortir une première fournée officielle du redémarrage ce matin. voilà, exactement. Aujourd'hui, pour cette ouverture du four, on a convié tout le monde à voir. Alors forcément, il y aura des imperfections, mais c'est pas grave. En tout cas, C'est ça très reprend. symbolique et C'est très c'est un nouveau symbolique. départ. Et puis avec une équipe jeune qui se crée, puisque pour nous, écrire un devenir, c'était aussi essayer de faire en sorte que cette transmission de savoir, cette transmission de l'héritage de Varage soit transmise à une génération un peu plus jeune. Donc on a une chouette équipe, très féminine pour le moment, 100% d'ailleurs, mais trentenaire, donc qui va s'inscrire dans le temps, et qui accompagne aussi le projet, parce que faut le vivre, un projet pareil, ça va pas être simple. Il y a déjà des rires et des larmes, mais c'est beaucoup d'émotions. Alors vos voisins, ils voulaient aussi assurer la transmission du savoir-faire en viticulture, d'un domaine qui est pas forcément connu, même s'il a été médaillé, qui est donc à Soliesville, domaine Château-la-Castille, donc voisin du Château-la-Castille, connu pour l'accueil de différents événements notamment, qui a été relancé par Benoît Abderalden et Emmanuel Janteur. Donc Emmanuel Janteur, où en est le domaine viticole aujourd'hui? Donc le domaine est sorti de redressement judiciaire le 5 août. Il avait été placé en redressement judiciaire le 28 février de l'année dernière. Et maintenant, nous avons donc un plan de redressement qui a été négocié et qui va être appliqué pendant les 15 prochaines années pour permettre de rembourser totalement la dette qui est la nôtre, et sortir définitivement de cette période très tendue.
Donc là, ça veut dire qu'il y a eu des vendanges. Il y a du vin qui sera disponible dès qu'il aura été vinifié. Ça continue. Voilà. En fait, moi je suis arrivé le 1er janvier 24 en management de transition après le départ de l'équipe précédente. Et donc, vu la situation financière de la société, il n'y avait pas d'autre alternative que de suspendre les dettes le temps de réorganiser la société et les vignes. Donc, c'est pour ça que nous sommes rentrés en redressement judiciaire. Ces 18 mois de redressement judiciaire nous ont permis de faire un gros travail de réorganisation de la société et de réorganisation de la vigne. Pour ça que Benoît est venu travailler avec moi, il va vous expliquer ce qu'il a fait. Et maintenant, donc on a fait une vendange normale en 2025 et on se reprojette sur l'avenir. On continue à réorganiser le domaine pour continuer à faire le vin que les gens apprécient beaucoup dans la région. Alors, on va y revenir tout de suite. Juste, je me tourne vers Vincent Adé. Donc, vous représentez les Nougats Jonquier. Donc, alors, vous, c'est une histoire familiale. Hein. C'est une maison aussi très vieille qui a été créée par vos aïeux. Enfin, une activité qui a été lancée par vos aïeux. Et vous aussi, vous avez relancé l'activité avec votre frère dans le cadre d'une procédure collective, alors que être fabricant de nougat aujourd'hui, c'est pas du tout évident. Voilà, nous on a repris l'entreprise donc en 2013 avec mon père et ma mère. Je ne veux pas les oublier surtout, hein, parce Aussi, ouais. qu'aujourd'hui on parle beaucoup de mon frère et moi, mais c'est vraiment une histoire familiale. Nous on est la 6e génération, hein, et je vois vraiment ça comme une chance. Hein, ça nous est tombé un peu dessus. On est vraiment tombé amoureux du produit. Et effectivement, on a vécu cette période très tendue après le Covid, où vraiment, en fait, c'était un peu un effet boule de neige à la suite d'autres entreprises qui se sont mis elles-mêmes sans redressement, sans sauvegarde. On n'a pas pu avoir des paiements. Et donc là, on s'est retrouvé un petit peu sous l'eau. Et donc, il a fallu trouver des solutions. Mais vous voyez, aujourd'hui, on retrouve une belle respiration et d'ailleurs du projet, hein, vu qu'on accompagne la faïencerie de Varage. Oui, alors ce qui est étonnant dans votre histoire et tout à fait en lien avec notre thème, c'est que c'est l'administrateur judiciaire à la fois de la faïencerie, qui était donc en très mauvaise posture. Hein. La faïencerie, il faut rappeler qu'elle en était à sa 3e liquidation prononcée par le tribunal. Vous avez le même administrateur judiciaire qui vous a accompagné dans la mise en place du redressement judiciaire et le plan de sauvegarde. Et c'est lui qui est venu vous chercher avec d'autres entrepreneurs du Var en vous disant, il y a peut-être quelque chose à faire autour de cette faïencerie. Comment vous avez dit oui tout de suite finalement, alors que vous aviez déjà vous-même pas mal de boulot pour le nougat? Oui, on a pas mal de boulot avec le nougat, mais donc c'est vrai qu'on a eu cette chance qu'on nous propose ce projet. Et je crois qu'on a été rapidement touchés déjà par l'histoire. Alors nous, on a une entreprise qui a 140 ans. Ça paraît tout petit par rapport à 330 ans. Mais je crois que c'est déjà quelque chose qui nous a énormément touchés. Et en plus, on est un peu, avec mon grand frère, touché par le village de Varage. Parce qu'en tant que jeune, on venait avec une œuvre de jeunesse, avec les Iris de Marseille. On venait à Varage, donc direct, ça a pu apporter un peu de... C'est le mot-clé qui a déclenché. Ouais, ça a pu. Et puis surtout, on s'est dit, c'est important de maintenir ce savoir-faire et continuer aussi à dynamiser les villes et villages de France. Je crois que c'est vraiment une chose importante pour nous. Au Lioul, nous, on est très contents d'avoir notre fabrique au cœur de la ville, donc c'est important de continuer à dynamiser ces espaces. Et alors, Michael Bruel, donc vous avez embarqué aussi très vite dans l'aventure. Comment ça s'est passé, le lien entre vous et les autres entrepreneurs pour être à la barre du tribunal et reprendre cette entreprise? Et aller présenter un projet collectif. Un plan de relance, voilà. oui. Alors moi, je suis varageois, donc je suis de l'autre côté de la rue en fait. Et effectivement, depuis 25-30 ans, je suis l'activité de cette faïencerie. Et quand à un moment donné je rencontre le maire du village, je dis un peu abasourdi parce qu'en fait on vit tellement avec que jamais on aurait imaginé qu'il y avait une nouvelle série quoi. Et puis on commence à discuter, les mises en relation se font, il y a une visite sur site, on se rencontre un peu sur site. Et moi il y a une image qui m'avait beaucoup plu, c'est que quand au fur et à mesure qu'on a passé les étapes dans la visite de l'usine, quand on s'est retrouvé dans la partie qui était vraiment le cœur, c'est là où on va aller voir les carrousels, les tambours, les fours, on avait perdu
perdu la moitié des gens de la visite. Donc il restait plus que l'administrateur, le maire, enfin quelques élus, puis une petite dizaine d'entrepreneurs. Et donc là, on a commencé à discuter entre nous, puisque pour moi, il était inconcevable de faire seul. Il y avait un sujet aussi, et c'est aussi ça qui nous a... Le patrimoine, la défense du patrimoine, c'est ce qui nous a fait mettre la tête dans le guidon. Ça, il n'y a pas d'autre objet à la base. Mais derrière, on voulait aussi être des entrepreneurs. Voilà, c'est pas de l'investissement pour se faire plaisir, c'était pas venir acheter un stock. C'est un vrai projet économique avec l'idée d'arriver à une autonomie, de faire des recettes et d'être rentable. Exactement. L'idée, c'est d'écrire un modèle économique qui soit viable pour lui donner un devenir. Parce que si on n'en passe pas par là, ça ne marchera pas. Et l'idée d'être plusieurs autour de la table, c'était aussi d'arriver chacun avec ses compétences. Donc, moi, je suis entrepreneur, mais je suis dans le monde du bâtiment. Donc, Christian, Mélie, un des autres. Donc, Maison Eco 3, Maison qui est Eco 3, qui est l'autre. aussi un entrepreneur en transformation de containers maritimes. AD qui arrive, toute la famille AD qui arrive avec aussi les nougats. Mais et ce qui était important dans le paysage, puis après, il y a les deux autres. Alors, un qui a un univers où je suis moins tranquille, mais ce qui nous intéressait aussi beaucoup, c'est que nous, les pricer, enfin construire le prix, c'est quelque chose de complexe. Donc, faire des tableurs Excel, on sait faire, mais à un moment donné, le travail vers le client, tout ça. Et là, pour le coup, avec la Maison Jonquier, c'est chouette, puisqu'on est sur la même vision de quel type de public on va aller chercher, sur comment on fait en sorte que le prix, oui, on dépasse le prix de revient pour avoir un peu de marge, pour lui donner de l'avenir. Et du coup, derrière, sous ce grand leitmotiv qui est on défend notre patrimoine. Donc, c'est une très, très belle rencontre. Oui, vous voulez dire, il y a de la complémentarité entre les différents investisseurs qui est allé chercher l'administrateur judiciaire. Tout à fait. C'est un peu le cas de vos voisins aussi, qui sont complémentaires tous les deux. Donc, vous l'avez dit, Château-Lacastille, on est dans le cadre d'un redressement judiciaire. Donc Emmanuel Janteur, c'est vous qui êtes allé, puisque le domaine de la Castille appartient à l'Église, vous avez conseillé à l'Église d'aller placer le domaine sous la protection du tribunal de commerce. Et ensuite, vous êtes allé chercher un expert du vin qui est votre voisin. C'est ça. La partie viticole appartient à la fondation qui est propriétaire des vignes et des bâtiments. Ces vignes et ces bâtiments ont été donnés à l'Église effectivement en 1922, donc c'est très ancien. Et effectivement, c'est vraiment très très mathématique. Lorsque vous avez des dettes et des factures qui dépassent largement votre capacité vous pouvez pas y faire face. J'ai pas vu d'autre solution que de dire à la justice de bloquer mes dettes le temps qu'on fasse un travail de réorganisation pour retrouver une capacité de respiration. La trésorerie, c'est l'oxygène. Quand vous n'avez plus d'oxygène, ça ne marche plus. Donc les seuls moyens, c'était de retrouver de l'oxygène. Et donc c'est pour ça qu'on a fait ce travail. Et 2-3 mois plus tard, j'ai compris, moi je ne suis pas du tout du monde viticole, donc je ne suis pas du tout à l'aise dans ce monde-là. Et lorsque j'ai compris que c'était un monde extrêmement technique, qu'il y avait vraiment beaucoup de savoir-faire sur la vigne, il a fallu que j'aille chercher quelqu'un qui soit capable de m'apporter ce savoir-faire. Et c'est pour ça que j'ai rencontré Benoît Abderalden et qui est venu m'aider sur ce sujet. Alors, vous, Benoît, vous avez commencé par faire un diagnostic, finalement, et vous me disiez, pour en revenir au thème de ce plateau, qui est l'intérêt de la procédure collective, vous venez de le dire, s'il n'y avait pas eu ce gel des dettes, ça aurait été compliqué de relancer la machine, parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de choses à faire. C'est ça, avec le gel des dettes, ça nous a permis de retrouver de la trésorerie. Alors, c'est pas non plus... on n'est pas Crésus, mais on a de la trésor pour vivre au jour le jour, au quotidien. Et l'audit a été révélateur de problèmes de management, de problèmes techniques dans la vigne. Typiquement, il y avait une décision d'abandonner le désherbage chimique sous les rangs. Une décision qui ne se prend pas à la légère. Si on veut, par exemple, aller en bio, ça se prépare en amont, sinon on se casse la figure. Et c'est ce qui est en train de se passer à la Castille. Puisque quand on abandonne le désherbage chimique, il faut acheter 3 machines pour le désherbage mécanique, il faut avoir les tractoristes, il faut avoir le matériel. Et en l'occurrence, à la Castille, il n'y avait plus grand-chose. Il y avait du matériel vieillissant, il y avait un défaut de renouvellement du matériel, de l'outil de production. Et donc, il était urgent de faire ce diagnostic. Et nous avons été suivis par l'administrateur judiciaire et nous avons résilié notamment des baux. Parce que non seulement on exploite les vignes de la Fondation La Castille, mais on a des fermages historiques avec des propriétaires locaux. Et il y a une partie des baux qui ont été résiliés parce que les vignes étaient en triste état. Et donc nous coûtaient très cher, nous rapportaient rien, nous coûtaient.
Et l'avantage de l'administration judiciaire, c'est que l'administrateur a la faculté de résilier les contrats durant la phase d'administration. Donc ça a été vraiment salvateur pour la Castille. Donc c'est l'appui que vous avez trouvé auprès de la procédure collective, ça a été celui-là. C'est Sinon, ça, sans c'est ça, ça, vous de pouviez pouvoir pas, mettre en place un diagnostic et de le réaliser avec deux vagues de licenciements économiques. On rappelle que le passif de mémoire, c'était de l'ordre de 3 millions d'euros, hein, et C'est ça. que vous avez obtenu aussi un échelonnement du remboursement de la dette dans le cadre de cette procédure. Dans le cadre de la procédure, en agricole, on a 50 plus pour étaler sa dette par rapport à une structure classique. Mhm. Donc on a fait un plan sur 15 ans qui est progressif. Donc la première année qui a démarré, on va payer 1% de la dette et puis progressivement, on va arriver jusqu'à 10% en fin de plan pour nous aider à justement à souffler et à revoir petit à petit le vignoble parce qu'il va falloir replanter petit à petit, peut-être diversifier. On a des projets, pourquoi pas de plantes à parfum, pour diversifier par rapport à la vigne, puisque le domaine avait un problème structurel. Il produisait beaucoup de vin et n'arrivait pas à les vendre en totalité. Ah, donc Ok. une partie du problème a été réglée en rentrant à la cave des vignerons landais il y a 3 ans en arrière, Qui assure la vinification, qui assure la qui n'est plus vinification, faite sur qui le n'est plus domaine faite sur le à ce domaine, jour. Mhm. c'est ça, et qui assure aussi le commerce des excédents. Donc c'est vraiment un bon deal, un bon partenariat. C'est-à-dire qu'on a un outil de production qui est beaucoup plus récent que le nôtre, qui permet de faire des vins qualitatifs, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui sont médaillés aujourd'hui, de nouveau. Et l'idée, c'est vraiment d'augmenter la qualité produit, parce qu'on sait bien que pour ne pas perdre le client, si la qualité produit ne suit pas, ça doit être la même chose dans le nougat, c'est la même chose dans cette faïencerie. Si on veut vendre à un certain prix, il faut que la qualité suive, sinon on perd la clientèle. C'est ce qui vous différencie finalement. C'est ça. Vincent Adé, pour Maison Jonquier, le passage par le redressement judiciaire, ça a permis quoi? Ça a permis aussi de geler un certain nombre de dettes et de continuer à faire fonctionner la machine malgré la situation. Oui, voilà, le but c'était de geler effectivement des dettes pour retrouver de la trésorerie. Alors en plus, on a une activité qui est très saisonnière, on travaille énormément pour Noël, donc il y a un moment dans l'année où on dépense énormément, évidemment. Là, vous On êtes en retrouve- pleine fabrication. Voilà, hein. en ce Ouais. moment on dépense beaucoup et on attend les retours, c'est toujours le moment un peu tendu, mais enfin, ça c'est un fait, il faut qu'on vive avec ça, il y a pas de souci, mais au moment où on s'est mis en plan de sauvegarde, on n'arrivait plus à réunir suffisamment de trésorerie. Et d'ailleurs, quand on a récupéré l'entreprise, c'était déjà l'un des soucis. Donc pendant 10 ans, on a essayé, et puis on s'est retrouvé dans une situation trop inconfortable. On s'est retrouvé vraiment la tête sous l'eau. Et donc là, c'est soit on continue à creuser, soit on essaye de trouver une respiration. Et ça, c'est pas évident, j'imagine, de franchir la porte du tribunal de commerce. Si vous dites on attend, c'est souvent le cas des entrepreneurs. Ils attendent avant d'y aller, et puis finalement, un jour, il n'y a plus trop le choix. Qu'est-ce que vous conseillerez? Est-ce que il faut ne pas hésiter à y aller suffisamment tôt? Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas en avoir peur finalement? Alors, moi déjà, j'aimerais juste rendre hommage à mon grand frère parce que moi, c'est vrai que j'ai plus un œil sur la production, donc je suis plutôt celui qui dépense, plus que celui qui rapporte. Mais bon, il faut bien dépenser pour apporter. Mais lui, du coup, il a vraiment vécu cette période très stressante. Et je dirais que dès qu'on arrive à cette... dès qu'on se lève le matin et qu'on a ce stress constant, déjà, il faut quand même être un peu en alerte. Il Le faut but, c'est quand même se dire, il faut faire quelque d'être chose, dans ouais. le plaisir. Hein. Le Ouais. but de travailler, c'est de se faire plaisir, surtout dans des produits comme les nôtres. C'est une véritable chance. Donc, dès qu'on se retrouve vraiment sous l'eau, je pense qu'il ne faut pas en avoir peur. Et d'ailleurs, ça permet de lever la tête et d'observer qu'il y a des gens autour pour nous aider. Il faut savoir Oui, ça existe. aller chercher les mains tendues. Et en France, on a cette chance d'avoir des bons dispositifs pour nous aider. C'est ce que vous diriez aussi, Emmanuel Janteur. Il faut avoir conscience que tout n'est pas perdu, même quand
il y a beaucoup de signaux au rouge. Bien sûr, c'est exactement comme ça qu'il faut voir les choses. Et on a parlé de l'administrateur qui effectivement a un rôle fondamental et nous a beaucoup aidé. Mais je voudrais aussi dire que le tribunal de commerce a été effectivement aussi très très à l'écoute. Moi, on y allait très souvent, hein, défendre notre plan de redressement, l'avancement des choses, demander les autorisations de licenciement économique, ainsi de suite. Et on a toujours trouvé des magistrats tout à fait à l'écoute, tout à fait compréhensifs. C'est des gens qui connaissent les affaires, donc ils comprennent nos problèmes et ils comprennent les solutions qu'on met en place, et ça a été fondamental aussi. Donc le couple, même si ils ne travaillent pas ensemble, mais le couple administrateur judiciaire et tribunal de commerce, avec le président et le procureur général, nous ont vraiment beaucoup aidés. Et les juges commissaires aussi, qui nous a aidés à prendre des décisions, enfin, qui a validé des demandes. S'ils ne les avaient pas fait, on n'aurait pas réussi à être là. Donc c'est vraiment aussi très important. Et on le voit aujourd'hui, vous êtes tous repassés en mode projet. Je reviens à vous, Michael Bruel. La faïencerie qui redémarre aujourd'hui, le but, c'est d'aller encore plus loin, c'est de refabriquer ici le biscuit que pour l'instant vous achetez à des fournisseurs pour être autonome sur toute la chaîne. Exactement, mais d'abord je vais souligner aussi le fait que l'administrateur, Quentin Crescent, a quand même validé, et puis dans tout le cadre d'une procédure, si on n'a pas quelqu'un comme ça qui a envie derrière, qui est y un vrai... compris dans le cadre d'une liquidation, c'est lui qui vous a dit c'est possible, on peut y aller. Il y a quelque chose à faire, il faut le regarder de près, et puis motiver ceux qui avaient envie de faire dans le temps, et ça je pense que c'est important, donc d'avoir des gens qui sont capables d'être intelligents comme ça, et de mettre en perspective. Mais oui, aujourd'hui, nous, notre gros enjeu, c'est d'aller même jusqu'à la reproduction donc de la partie biscuit. La partie biscuit, c'est quand on fixe la terre avant de passer à l'émaillage. Donc la particularité de Varage, c'est la maîtrise de l'émaillage. Et ils avaient abandonné il y a de ça très longtemps de faire le biscuit. Sauf que du coup, on ne maîtrise pas nos formes, on ne maîtrise pas notre design et on est dépendant d'approvisionnement. Ce qui s'est passé l'année dernière quand les Portugais ont refusé de continuer à faire le biscuit pour passer de la terre blanche au grès. Et ben, on se retrouve le bec dans l'eau. Il faut retrouver de nouveaux approvisionnements et ainsi de suite. Donc revenir et fabriquer le modèle qui nous permettra aussi que derrière le prix ne soit pas une envolée lyrique qu'on n'assumera pas, quoi. Pour retrouver un marché, une clientèle. Pour retrouver un marché, une clientèle, un prix correct et... Donc peut-être pour les fêtes, on pourra déguster du nougat et boire du Château La Castille, espérons-le. Merci à tous d'avoir été présents pour ce plateau. Et tout de suite, l'entreprise du mois. L'entreprise du mois, c'est Label Énergie, basée à Toulon, fournisseur d'électricité français. Donc, son directeur général, Augustin Couette, est à nos côtés pour nous parler de cette entreprise. Aujourd'hui, Label Énergie, ça représente quoi ? Bonjour, Label Énergie, c'est une entreprise toulonnaise qui a à peu près 75 salariés, qui est la filiale d'un groupe autrichien qui s'appelle Energie Steiermark, qui a racheté la société en 2021 et qui s'adresse aux particuliers et aux professionnels et qui compte aujourd'hui en France à peu près 100 000 clients. Alors, votre particularité vis-à-vis des particuliers, c'est notamment votre service client sur lequel vous avez beaucoup misé pour en faire quelque chose d'efficace et localisé à Toulon, en l'occurrence. Oui, tout à fait. Tous les membres de notre service client sont à Toulon, sont formés à Toulon. Nous avions choisi ça à l'époque afin d'offrir un service client de qualité avec des interlocuteurs qui étaient proches et ça nous ressemblait parce qu'aujourd'hui on aime défendre une implantation locale et un service de qualité français. Ça fait partie de vos signes distinctifs par rapport à d'autres fournisseurs d'électricité présents aujourd'hui sur le marché français ? Oui, tout à fait. Je ne les nommerai pas, mais nous avons des concurrents qui ont des centres d'appel, soit à l'île Maurice, soit externalisés hors Union européenne souvent. L'autre particularité en direction des particuliers, c'est que vous mettez l'accent sur le caractère vert de l'énergie que vous vendez. Je crois que les clients peuvent aller jusqu'à, moyennant bien entendu un prix adéquat, réclamer une certaine provenance de l'électricité. Oui, c'est ça, tout à fait. Alors nous avons un parcours de souscription aujourd'hui qui est entièrement digital que vous pouvez faire sur Internet pour un particulier. Et lorsque vous souscrivez, on vous demande si vous avez envie de souscrire une énergie, soit en fonction de sa provenance,
Alors aujourd'hui, c'est à la maille de la région, soit en fonction de la technologie de fabrication de l'énergie, donc qui va être soit de l'hydraulique, du solaire ou de l'éolien. Évidemment, vous avez un petit surcoût pour ça, et nous avons aussi une offre labellisée Vervolt, donc qui est un label dispensé par l'ADEME, où là, on va un petit peu plus loin parce qu'on va acheter en direct l'énergie de parcs auprès de producteurs, éoliens en l'occurrence, et on va assurer vraiment un traçage des électrons entre ce parc et les clients. Aujourd'hui, c'est quel volume d'électricité que vous vendez chaque année? Alors aujourd'hui, en 2025, on va vendre 1 TWh d'électricité pour moitié aux particuliers et pour moitié aux clients dits grands comptes, les professionnels. Nous avons l'ambition de porter ça à peu près à 3 TWh d'ici 2030 et d'aller vers à peu près 300 000 particuliers en France. Et donc, votre objectif est aussi de développer les contrats en direction des professionnels, donc entreprises et collectivités, Tout à fait. fortement, je crois. Comment vous allez les cibler et pour quelles raisons cet axe de croissance? Tout à fait. Alors, vous l'avez bien dit, aujourd'hui, on ne s'adresse pas qu'aux particuliers, on s'adresse aussi aux clients grands comptes, que ce soit des collectivités publiques ou bien des grands comptes industriels. Dans le Var notamment, nous fournissons le groupe Pizzorno, la commune de Saint-Raphaël, la commune de Sainte-Maxime, la commune de Fayence, ou bien des réseaux de boutiques comme la Micaline, Bonobo ou d'autres. Et aujourd'hui, nous avons l'ambition de continuer ce développement-là. Nous avons fait un gros travail pour attaquer un segment de marché que nous n'attaquions pas jusqu'à présent, qui est ce qu'on appelle le mid-market. Ce sont les clients qui sont, on va dire, les moyens consommateurs, voilà, à cheval entre un industriel et un particulier. Et nous avons construit une force commerciale plus importante qu'avant, recruté un directeur commercial spécialisé pour le grand compte B2B, pour développer ça en France de manière beaucoup plus, on va dire, dynamique. Il y a aussi une échéance qui n'est pas forcément bien connue du grand public, mais qui va changer là au 1er janvier le marché de l'électricité en France. C'est la fin du dispositif ARENH qui va être remplacé par un autre dispositif, donc qui consistait à bénéficier pour les fournisseurs d'électricité d'une part d'électrons à bas coût, au coût de l'électricité produite par les centrales nucléaires françaises, en tout cas le coût estimé. Ça va changer quoi à la fin de cette capacité d'approvisionnement à ce tarif-là qui était de 42 €, je crois? Alors, déjà, juste pour reprendre, c'est pas tant que les fournisseurs se fournissaient à ce prix-là, mais c'est plutôt les clients qui se fournissaient à ce prix-là. Et c'était un mécanisme qui avait au moins l'avantage de permettre aux industriels et aux particuliers de disposer d'à peu près de la moitié de leur consommation à 42 €. C'était finalement, on faisait passe-plat, nous, entre EDF et les clients pour leur faire bénéficier de ce prix-là. C'était un mécanisme qui était prévu pour se terminer au 31/12 de cette année. 31 décembre de cette année, et effectivement qui se termine. Et aujourd'hui, il va être remplacé par un mécanisme qui est en discussion dans les différentes assemblées. Vous savez comment, en ce moment, la difficulté d'avoir de la visibilité sur ce qui va être fait. Donc, on parle d'un versement nucléaire universel dont les modalités restent un petit peu à définir. Voilà. Dans les assemblées. Qu'est-ce que ça va changer pour les acteurs de l'électricité et pour le consommateur finalement? Oui, alors aujourd'hui, ce que ça va changer, c'est que le client, consommateur, quel qu'il soit particulier ou grand compte, sera ce qu'on appelle exposé à 100% au marché, c'est-à-dire qu'il n'aura plus la moitié de son électricité à un prix fixe, quelle que soit la valeur du marché, mais 100% de son énergie sera achetée sur les marchés. Avec les envolées possible qu'on a pu connaître, ou à l'inverse des prix qui peuvent aussi chuter. Exactement. Donc vous le soulignez, ça veut dire que potentiellement c'est moins protecteur pour le consommateur. On pourra s'attendre à plus de pics ou de baisses. Ce que ça veut dire, en tout cas pour tous les clients professionnels, on les invite bien entendu à poser un cadre contractuel avec un fournisseur en amont de leurs années de fourniture pour pouvoir fixer leur prix au moment où ils estiment que c'est le meilleur prix, ou en tout cas avant, on va dire, une panique sur les marchés, pour éviter de se retrouver à 2 mois d'une nouvelle année sans contrat d'électricité avec des prix qui seraient prohibitifs parce que ce serait plus le moment de signer.
Oui, donc vous les encouragez à faire des contrats sur plusieurs années avec un prix fixé pour plusieurs années, hein. Je crois qu'il y a un délai par contre maximum C'est ça. Alors aujourd'hui, le délai, c'est ce qu'on peut acheter sur les marchés, parce que dans des horizons trop lointains, on n'est pas en mesure d'acheter l'énergie en avance. Mais oui, ce qu'on les incite à faire, c'est ça. C'est au moins avoir un cadre contractuel qui leur permet de fixer le prix au moment où ils veulent, parce qu'on peut faire des contrats un petit peu techniques, ce qu'on appelle des contrats à clic, où vous avez le cadre contractuel qui permet à un instant donné de regarder le marché et dire, bon, aujourd'hui, je veux qu'on fixe le prix. Voilà, ce qui peut donner un petit peu d'arbitrage de marché en essayant de profiter d'une baisse sans s'exposer à une forte hausse. On ne serait pas en mesure de juguler. Ouais. Est-ce que la Belle Énergie à Toulon va encore croître en effectif ou peut-être en absorbant d'autres acteurs français? Alors j'espère que la Belle Énergie à Toulon va encore croître. Alors c'est vrai qu'on a atteint un petit peu une taille assez à maturité. Tous les postes sont pourvus avec une redondance sur les différents types de postes, mais avec l'ambition que nous avons d'augmenter notre portefeuille de particuliers, il est évident que notre service client sera amené à grossir, que notre service commercial sera amené aussi à grossir. Aujourd'hui, on a une particularité aussi, c'est que tous nos outils sont développés en interne et donc nous avons un tiers de l'entreprise qui sont des développeurs en informatique. Et il est évident que plus on fournit de services, plus on veut proposer de choses innovantes, plus aussi cette partie-là doit être amenée un petit peu à grossir. Ouais. Merci. Et tout de suite, le poste. Le poste aujourd'hui est assuré par Rénal Cadoré, qui est le vice-président du CLED, le Club des entrepreneurs Andrasseni. Bonjour. Tout à fait. Bonjour, merci de nous recevoir. Alors le CLED, qu'est-ce que c'est? Depuis quand existe ce club et à quoi sert-il? Alors la jeunesse du CLED est née à l'issue des inondations de 2010 à Draguignan, avec un objectif qui a été de rompre la solitude du chef d'entreprise. Puisqu'en fait, à cette époque-là, globalement, tout le monde économique sur le territoire de Draguignan était désœuvré et avait un besoin de liens, d'informations, de retrouver de la dynamique. Et ce CLED, ce Club des entrepreneurs Andrasseni, est né à ce moment-là. Et donc, c'est ce que fait le CLED aujourd'hui, de créer des rendez-vous réguliers. Donc, le CLED qui est présidé par Philippe Marquier et dont vous êtes vice-président. Vous avez toute une petite équipe qui pilotait cette association. Tout à fait. Alors, c'est une association de bénévoles avec un bureau d'une quinzaine de personnes qui effectivement organise tous ces événements et toutes ces démarches dans un objectif simple, créer du lien, créer du réseau, créer des passerelles entre les différents acteurs du territoire sur la Drasseni, mais pas que, puisque c'est un club qui rayonne aujourd'hui sur le pays de Fayence, qui rayonne sur le pays d'Ops, qui vient ici jusqu'en Provence-Verdon avec la ville de Barjol, jusqu'au territoire de Cœur-du-Var également. Donc on a pas mal d'adhérents et on essaie de créer des événements, des liens. De quel type? Par exemple, je sais que ce week-end, vous aviez un salon de l'auto, me semble-t-il. Alors, effectivement, il y avait un grand salon de l'auto qui a été monté à Draguignan et ça faisait 15 ans qu'il n'avait pas été fait. Alors, c'est pas le CLED à proprement parler, mais on n'est toujours pas très loin puisque c'est Philippe Marquier qui a été l'initiateur de cet événement avec Cyril Simonetta qui est membre de notre bureau également. Donc, on est souvent très présent directement ou indirectement dans beaucoup d'événements, mais tout au long de l'année, on organise des événements qui ont vocation quel type, par exemple, à faire découvrir. Alors, on a des événements, je dirais, assez simples à comprendre, qui sont des événements plus commerciaux, c'est-à-dire on a un partenaire important qui est le groupe Mercedes, sur lequel on a eu une visite de la concession, découverte des ateliers. Donc là, ils nous reçoivent, ils nous présentent leur groupe, leur activité, leurs spécificités. Mais on a aussi des événements qui sont plus orientés territoire pur, comme une découverte du lycée Léon Blum, qui est le deuxième lycée sur le territoire, de lycée professionnel, avec de nombreuses formations. Et ça a permis aux entreprises du territoire de connaître l'offre de formation du lycée Blum. Et donc là, effectivement, on arrive à faire ces différentes formes. Un rendez-vous phare se prépare, vous remettez également des trophées. Alors, je ne sais pas quelle sera combien d'éditions on va en être cette année. C'est prévu donc au mois de décembre. Vous êtes en plein recueil des candidatures pour ces trophées. Vous avez tout à fait raison. Alors, une des forces du CLED, c'est que nos événements réunissent non pas que des entrepreneurs, mais également des institutionnels, comme on va dire l'État français, comme des écoles, comme le Théâtre de Draguignan ou d'autres structures, des élus, du monde associatif,
l'armée de terre, par exemple, et c'est ces connexions que nous créons entre l'ensemble des acteurs du territoire qui fait la force. Et de là est né, effectivement, on est à la 3e édition, les trophées de la Dracénie. Ça a été une volonté assez simple de dire à un moment donné comment on pourrait valoriser les initiatives locales. Et le format d'une remise de prix, en fait, c'est un format qui fonctionne, que tout le monde voit à la télé, avec les Oscars, avec les Césars. Et on s'est dit, tiens, on va créer ça au niveau de Draguignan. Et donc, on l'a créé à 3. Philippe Marquier, président du CLED, moi-même, vice-président du CLED, Rénal Cadoret, et Bruno Mestre, président d'une association qui s'appelle Dracétech. Donc cet événement va se tenir le jeudi 4 décembre au cinéma CGR à Draguignan. Et on a 9 titres qui vont être remis, 9 trophées, tout simplement. Alors je vous les redonne, comme ça permet de les avoir en tête. On a le trophée de l'artisanat, le trophée du bâtiment et de la construction, le trophée des services, qui est un nouveau trophée cette année, qui répond à un besoin de pouvoir intégrer davantage l'activité de service que j'évoquais tout à l'heure, très représentée sur le bassin de la Dracénie, le trophée de l'agriculture, trophée de la gastronomie, le trophée du tourisme et des loisirs, c'est également un secteur d'activité très important, le trophée de la transition écologique, le trophée de la transition, et enfin, on a les trophées de l'innovation. Et on a un trophée qui nous tient à cœur, qui est le trophée de l'employeur de l'année, qui est un moyen en fait de montrer le lien qui existe en permanence entre chefs d'entreprise et puis leurs collaborateurs qui font vivre leurs activités. Donc c'est ouvert, les candidatures sont ouvertes à toutes les entreprises de Dracénie qui peuvent envoyer leur dossier de candidature au CLED. Alors, toutes les entreprises, à partir du moment où elles ont une activité qui est domiciliée sur le bassin de la Dracénie, de Draguignan, sur le bassin du Pays de Fayence et du Pays d'Ops. Donc vous pouvez très bien être une entreprise de Toulon, par exemple, ou une entreprise avec un siège social à l'extérieur, mais dès lors que vous avez un pôle d'activité qui est logé sur ce territoire, vous pouvez candidater. Et effectivement, les candidatures peuvent courir aujourd'hui jusqu'à fin octobre. Donc là, dépêchez-vous pour candidater sur 1 ou 2 trophées, potentiellement. Chaque candidature est valide sur 1 ou 2 trophées. Et on va commencer à travailler dessus à partir du 2 novembre. Notre jury va travailler dessus. Rénal Cadoret, merci. Merci à toute l'équipe de Territoire Écovar. Merci Sophie Doncé. Merci Loris Biondi. Merci Guilhem Ricavi. Et je vous donne rendez-vous dans un mois pour une prochaine édition.